Bonjour. Bon, ici, on va commencer cette deuxième partie du chapitre 2 consacrée aux définitions et concepts de base de la thermodynamique. Alors, on va commencer par la partie 3, température et thermométrie. Thermométrie, c'est la science qui s'occupe des mesures de la température. Donc ici, on va introduire la notion de température à partir de l'équilibre thermique. Donc on va traiter la température en se basant sur l'équilibre thermique. D'où ce titre, équilibre thermique. Alors, comment on va faire ça? On va prendre deux systèmes isolés, A et B. Ça veut dire qu'ils n'échangent pas de matière ni de l'énergie avec le milieu environnant ou le milieu extérieur, et on les prend à l'état initial. Le système A se trouve à l'état A1 et le système B se trouve à l'état B1 et leurs températures sont différentes. T1 est différent de TB1. On va les mettre ensemble et on va attendre qu'ils atteignent l'équilibre thermique. Ça veut dire lorsque la température du système sera TA2, du système A sera TA2 parce que le système A va se trouver dans l'état A2 et le système B va se trouver dans l'état B2 et sa température TB2 sera identique à la température du système A2, ça veut dire à TA2. Ça veut dire qu'ils sont en équilibre thermique entre eux. Donc, on a eu des échanges entre ces deux systèmes jusqu'à ce que leur température se stabilise, s'équilibre et indique la même valeur, sans qu'ils échangent rien avec l'extérieur, ni matière, ni énergie. Ça veut dire ni travail, ni chaleur. Alors, sur ce principe-là est construit le principe zéro, ou sur cette notion-là d'équilibre thermique, se construit le principe zéro de la thermodynamique. On l'appelle ainsi parce que le principe zéro de la thermodynamique est venu après le premier principe. Et comme on avait déjà, les scientifiques avaient déjà donné le nom de premier principe au premier principe, donc ils n'avaient pas le choix autre que de dire que celui-là est le principe zéro, puisque c'est la base
de la thermodynamique, il devait être avant le premier principe. Donc, l'énoncé de ce principe est le suivant. Si deux systèmes A et B sont en équilibre thermique avec un troisième système C, par conséquent, donc, les systèmes A et B sont en équilibre thermique entre eux. Je répète, si deux systèmes thermiques A et B sont en équilibre thermique avec un troisième système C, ceci implique que le système A est en équilibre thermique avec le système B. A en équilibre thermique avec C, ça veut dire leurs températures sont identiques, TA est égal à TC. B en équilibre thermique avec C, ça veut dire TC égale TB. Donc, A et B sont en équilibre thermique entre eux. TA est égal à TB. Notion de température. Le principe zéro de la thermodynamique montre qu'il existe une grandeur commune aux trois systèmes A, B et C. Cette grandeur n'est autre que la température. Et en général, on la représente par le symbole T majuscule ou minuscule. Tous les systèmes qui sont en équilibre thermique entre eux ont la même température. Et tous les systèmes qui ne sont pas en équilibre thermique entre eux n'ont pas la même température. Ça veut dire qu'ils ont des températures différentes. On introduit donc la notion de température pour caractériser les différents degrés d'échauffement des corps. Les corps peuvent s'échauffer à des degrés différents, donc ils auront des températures différentes, donc on doit trouver le moyen de mesurer cette température. C'est pour cela que vient la thermométrie, la technique qui sert à mesurer de la température. Et cette technique est basée sur le principe zéro de la thermodynamique. Ça veut dire égalité des températures entre les corps qui sont en contact. Ceci rend possible la détermination de la température d'un premier corps de grande taille grâce au repérage d'une grandeur variable d'un deuxième corps que lui est petit par rapport au premier. Donc, la variation de cette grandeur du petit corps va nous indiquer ou va nous informer sur la température du grand corps auquel on la met en contact. Le deuxième corps petit est appelé thermomètre. Normal, un thermomètre, ça doit être quelque chose de léger, de transportable, qu'on peut facilement emmener d'un endroit à l'autre pour pouvoir mesurer les températures. Sinon, s'il est encombrant, ça serait impossible de se déplacer avec facilement.
Le thermomètre doit être de dimension faible, petite, devant le premier, que lui doit être de grande taille. La démarche consiste à mettre le thermomètre, le corps petit, en équilibre thermique avec le corps dont on cherche la température, ça veut dire le corps de grande dimension, ou le grand corps, en repérant une grandeur variable du petit corps qui est le thermomètre. Donc, une grandeur variable du thermomètre. Cette grandeur variable, ça peut être la longueur, le volume, la pression, la résistance ou la différence de potentiel ou autre. L'essentiel, il faut que cette variable ou cette grandeur varie lorsqu'on met le thermomètre en contact de l'objet ou du corps dont on va chercher la température. Au cours du processus de mesure de température, cette grandeur variable, on lui donne le nom de variable thermométrique. Donc la grandeur variable qu'on a choisie pour repérer la température du grand corps grâce au petit corps qui est le thermomètre, on l'appelle la variable thermométrique. La variable thermométrique doit être liée à la température. Ça veut dire qu'il y a une relation de cause à effet entre la température et la variable thermométrique par une relation de type petit t, si on appelle la température petit t, ou grand T, si on a décidé d'appeler la température grand T. Et ceci égale à une fonction de la variable thermométrique qui est x. X est la variable thermométrique qui va définir l'échelle des températures. Donc cette variable thermométrique va définir l'échelle, ici, par cette fonction, l'échelle des températures. Une fois la variable thermométrique x est choisie, il reste à définir la loi de correspondance entre la variable thermométrique x et la température T. Quelle est la loi de correspondance qu'il y a entre la variable thermométrique x et la température? Une étude expérimentale pour chaque grandeur ou variable thermométrique x va nous permettre de se rapprocher de plusieurs types d'échelles de température. Alors, il y a les échelles à un point fixe. Si on prend juste un point fixe de repère pour définir l'échelle de température, dans ce cas-là, la variation de la température en fonction de la variable thermométrique s'écrit sous cette forme, où petit a est une constante qu'on va déterminer expérimentalement. Par contre, c'est le calibrage de l'échelle thermométrique est construit de telle manière à avoir deux points fixes. Dans ce cas-là, la relation de correspondance entre la température et la variable thermométrique x s'écrit sous forme
de l'équation d'une droite ax plus b, ou une relation affine. Si au contraire, on a 3 points fixes par rapport auxquels on va construire notre échelle, température à ce moment-là, l'équation ou la loi de correspondance entre la température et la variable thermométrique va s'écrire sous cette forme, ax carré plus bx plus c, à l'équation d'une parabole. Maintenant, les échelles de température. Les échelles de température, comme on vient de voir, il peut y en avoir plusieurs. Donc, pour mesurer la température, différentes échelles peuvent être utilisées. On peut utiliser des échelles centésimales affines. Centésimales, cent, ça vient de 100. Décimale, ça veut dire division. 100 divisions égale. Ça veut dire l'échelle de la température va être divisée en 100 divisions ou 100 graduations égale. On choisit une fonction affine pour la fonction thermométrique. Alors, de cette forme-là, ça veut dire d'une droite affine, t égale à x plus b, dont a et b sont des constantes à déterminer par l'expérimentation. Et on doit choisir 2 points fixes, ou 2 points de repère, ou 2 points de référence. Ces 2 points de référence, en général, on prend pour la glace fondante et on lui attribue 0. On se dit que lorsque la glace commence à se fondre pour devenir liquide, ça veut dire de l'eau, la température est 0. Et le deuxième point fixe est le point d'ébullition de l'eau. Ça veut dire lorsque l'eau commence à devenir de la vapeur. Et on se dit que la valeur de cette température va être 100. Donc on est entre 0 et 100 et on peut diviser cette échelle en 100 divisions identiques. Et ceci à la température ambiante, puisqu'on va travailler à la pression atmosphérique dans les conditions normales. Pour l'échelle centésimale, qui est donc une échelle à 2 points fixes, remarque, l'échelle centésimale correspondante à des thermomètres utilisant des variables ou grandeurs thermométriques différentes. On peut en avoir de plusieurs variables ou grandeurs thermométriques, mais qui sont des thermomètres à échelle centésimale. Et ces échelles centésimales ne coïncident que au point fixe, aux 2 points fixes. Ça veut dire 0 et 100. Ailleurs, en dehors de 0 et 100,
il n'y a pas de coïncidence entre les différentes échelles centésimales. Par exemple, on a le thermomètre à mercure et le thermomètre à résistance de platine, PT100. Ces deux thermomètres sont des thermomètres qui fonctionnent avec l'échelle centésimale. Ils n'ont de coïncidence qu'au point fixe 0 et 100. Alors, pour étalonner un tel ou de tel type de thermomètre, qu'on avait dit sont de la forme dans la loi de correspondance Ft égale F de x égale à x plus b, on doit déterminer les constantes a et b avec les valeurs de x qui est la grandeur thermométrique avec ces deux valeurs fixes, 0 et 100. Et on va attribuer, dans le cas de la glace fondante, à cette variable x thermométrique, la valeur x0. I à 100, ça veut dire au point d'ébullition de l'eau, on lui attribue à la variable x la valeur x100. Et on va écrire un système à deux inconnus, a et b. 0 égale à a x0 plus b et 100 égale à a x0 plus b, qu'on va essayer de résoudre pour trouver a et b, soit par la méthode de substitution ou par d'autres méthodes mathématiques qui permettent de résoudre les systèmes. Le plus important que, après résolution de ce système-là, nous on l'a fait ici par substitution et soustraction, on va arriver à trouver petit a et petit b. Petit a, c'est égal à 100 sur x100 moins x0, et petit b est égal à moins 100 x0 sur x100 moins x0. On va les introduire dans l'équation ax plus b, qui nous donne la température T, et on peut mettre l'équation sous cette forme, 100 sur x100 moins x0, facteur de x moins x0. Si on fait sortir x0 de la parenthèse, à ce moment-là, on aura 1 sur k, facteur de x sur x0 moins 1, avec petit k est égal à x100 moins x0 sur 100 x0. Alors ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de trouver la loi de correspondance inverse. La loi de correspondance directe, c'était T égale à A, x plus P, et la loi de correspondance inverse, x égale à G de T, c'est x égale à x0 facteur de 1 plus kt. Donc, à partir de cette équation-là, on va chercher x et on va trouver cette relation-là. Donc, si je connais la température, j'aurai la valeur de x à cette température-là.
Si je connais la valeur de X, j'aurai la valeur de la température. Donc, il y a une relation de cause à effet entre T et X. I avec K, comme on avait dit ici, c'est 1 sur X0, X100 moins X0, 100 moins 0. Donc, ça veut dire 1 sur X0 delta X sur delta T si je travaille à pression constante. Si j'utilise ma variable thermométrique dans des conditions de pression constante. Par exemple, je peux utiliser pour la variable X le volume. Dans ce cas-là, petit k va être alpha égale 1 sur V d rond V sur d rond T à pression constante. Je peux aussi utiliser pour X la longueur d'un fil. Par exemple, à ce moment-là, cette longueur-là, je vais l'appeler grand L. Ça va être 1 sur grand L, d rond L sur d rond T à pression constante. Par contre, je peux aussi utiliser la pression à volume constant. Donc, le volume, je vais le garder constant et c'est la pression qui va varier. Dans ce cas-là, bêta, c'est le coefficient de compression isochore. On avait déjà vu dans le chapitre 1, égale à 1 sur P, d rond P sur d rond T à volume constant. Vous voyez que lorsqu'on utilise pour la variable thermométrique la pression, le volume doit être figé ou gardé constant ou invariable. Et cette particularité, on va l'utiliser, par exemple, ici, dans l'échelle absolue ou l'échelle de Kelvin. L'échelle absolue, on l'appelle aussi échelle de Kelvin. Et dans ce cas-là, on utilise toujours le thermomètre à gaz. L'élément thermométrique est le gaz. Ce n'est pas un solide, ce n'est pas un liquide, c'est un gaz. Ça veut dire que ça peut être de l'hélium, de l'hydrogène, de l'oxygène, du CO2. Il faut que ce soit un gaz. Donc le thermomètre à gaz, il y a deux types. Il y a le thermomètre à gaz à volume constant, ici, et le thermomètre à gaz à pression constante. Le thermomètre à gaz à volume constant est le plus utilisé parce que elle est plus facile à manipuler que le thermomètre à gaz à pression constante. Ce thermomètre à gaz à volume constant, on lui donne aussi le nom de thermomètre de laboratoire parce qu'il sert à calibrer tous les autres thermomètres.
il sert de calibrage, parce qu'il est tellement précis qu'on peut calibrer le thermomètre grâce à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un ballon dans lequel on met le gaz. Donc, le gaz va occuper tout ce volume. Et on a un tube en U avec deux colonnes, la colonne A en vert et la colonne B en vert, qui sont reliées par un tube flexible qui va nous permettre de monter la colonne B ou de la faire descendre. Et ces deux colonnes sont remplies avec le mercure qui est un métal liquide. Et aussi, on a un verre, un récipient, dans lequel on met de l'eau et qu'on peut chauffer jusqu'à l'ébullition ou bien refroidir jusqu'à faire geler l'eau. Ça devient de la glace. Ici, à l'extérieur, on a la pression atmosphérique. Aussi, l'eau est soumise à la pression atmosphérique. Par contre, le gaz, ici, il n'est pas soumis à la pression atmosphérique. Sa pression peut varier. C'est la pression qui devient la variable thermométrique, puisque le volume, on va le garder constant. On va lui donner une valeur V0 fixe. Et lorsque la température de l'eau varie, bon, la température de ce gaz-là va aussi varier, et c'est parce que bon, il va se mettre le gaz en équilibre thermique avec l'eau. En se mettant en équilibre thermique avec de l'eau, sa pression va varier. Donc, la pression, c'est la variable thermométrique, c'est la grandeur thermométrique, mais le volume, on va toujours le maintenir à la même valeur V0. Donc, le volume, c'est tout ça. Donc, cette barre-là, ou ce niveau-là du mercure doit toujours être mis à 0. C'est pour ça qu'on a ici une règle. On va le maintenir toujours à ce niveau-là. Et le niveau du mercure dans la colonne B, avec sa variation, ça va nous donner une différence de niveau entre les deux colonnes qui va être d'une valeur H. Et ce H-là est relié à la pression par la formule qu'on avait définie dans la première partie de ce cours-là, par la relation ρGH. Plus la pression atmosphérique. En général, la pression atmosphérique est négligeable devant ρGH. Donc, lorsqu'on chauffe le gaz confiné à volume fixe V0, sa pression va augmenter. Et vice-versa, si le gaz se refroidit, parce que l'eau aussi s'est refroidie, donc la pression va diminuer, on va chuter. Et la variation de la pression du gaz avec la température est le principe de base
du thermomètre à gaz à volume constant. Ici, c'est le diagramme de phase de l'eau, avec les trois phases, solide, liquide et vapeur. Ici, c'est le point triple de l'eau, ça veut dire le point où les trois phases existent, liquide, solide et vapeur. Et ici, on a les deux points fixes. Donc, à une atmosphère à T égale 0 et à T égale à 100. Là, c'est les deux points fixes. Le premier à 0, c'est la transition de phase entre la glace à l'eau. Et le deuxième point fixe, à une température de 100, c'est la transition de phase entre le liquide et la vapeur. Donc, on a le choix d'utiliser deux types de thermomètres ici, utilisant deux échelles différentes. Celle à deux points fixes, la loi de correspondance, ça va s'écrire AX plus B. Donc, T égale A, P, la pression, plus P. Donc, à une atmosphère, on a 0 et 100. C'est les deux points fixes. Ou bien l'utiliser avec le point triple de l'eau. Ça veut dire, dans ce cas-là, on aura un seul point fixe. Et la relation de correspondance va être T égale à P. Le point triple de l'eau est caractérisé par une pression de 0,006 atmosphères et une température de 0,01 degrés Celsius. Voilà comment on va définir la pression grâce à la différence de hauteur entre les deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Toujours, nous maintenons le volume de gaz fixe. Par exemple, lorsque je vais chauffer, le volume va augmenter, donc il va pousser le mercure, mais je peux bouger la colonne B de telle façon que le niveau ici du mercure revient ici, et de telle façon que le volume va être V0. Et à ce moment-là, la différence de hauteur entre les deux niveaux, ça va me donner la pression. Donc j'aurai la valeur de la pression qui va me donner la température des gaz, et cette température des gaz va être la température de l'eau, puisque ici on utilise la notion d'équilibre thermique, le principe zéro de la thermodynamique. Donc, deux corps en contact évoluent vers un équilibre thermique, ça veut dire évoluent vers une même température. Donc on a dit qu'on a deux types d'échelles qu'on peut utiliser avec le thermomètre à gaz à volume constant. Une échelle à deux points fixes qui est de la forme AP plus B, et une échelle à un seul point fixe qui est de la forme T égale AP. Donc l'échelle de température des gaz parfaits, en fait, les gaz qu'on utilise sont toujours considérés comme étant des gaz parfaits, donc d'où l'échelle de température des gaz parfaits. Et on va voir aussi pour autre chose. Qu'on avait dit les deux points fixes, 0 et 100,
la loi de correspondance T égale AP plus B. Et on fait la même chose qu'on avait fait avec petit x. C'est le même raisonnement. Ça veut dire chercher les constantes petit a et petit b. On les trouve. Ce qui change ici, c'est à la place des x, on a P. Et comme la pression est reliée à la hauteur, ici H, la pression est égale à ρ GH, donc on peut directement remplacer la pression par la hauteur. Ici H0 sur H100 moins H0, au lieu d'avoir P0 sur P100 moins P0. La même chose. Et ça, on avait dit, ce n'est rien d'autre que moins 1 sur K. Et après l'expérimentation, on trouve que 1 sur K est égal à moins à 273,15. Donc on remplace dans la loi de correspondance AP plus B, on aura cette relation. Donc, par exemple, lorsqu'on va travailler avec des pressions faibles, ça veut dire que la pression ici va être faible, ça veut dire la différence de niveau où la hauteur H est faible. Dans ce cas, la limite de T, ça veut dire la limite de 100P moins P0 sur P100 moins P0, tend vers moins 273,15. Alors ça, on l'a obtenu avec des gaz différents, par exemple le gaz A, le gaz B, le gaz C, ou bien prendre le même gaz mais avec des quantités différentes. Lorsque cette pression tend vers 0, donc ça veut dire que ça diminue, toutes les droites coïncident au même point. Lorsque la pression chute pour atteindre 0. Alors que ces trois gaz, par exemple, il indique 0 pour une pression, la pression PA, et 0 ici pour la pression PB, et ici pour la pression PC. Donc des trois pressions différentes qui sont reliées à 0. Parce qu'on a utilisé ou bien des gaz différents, ou bien des quantités différentes. Donc, il n'y a pas de coïncidence entre les valeurs qui vont être trouvées avec ce thermomètre, sauf que lorsqu'on se rapproche de la pression faible et tend à moins 273,15 degrés Celsius. Et ça, cette valeur de la température, c'est le zéro absolu en thermodynamique. Ça veut dire, c'est la température lorsque toutes
agitation thermique des particules cesse. Il n'y a pas d'énergie cinétique. Dans ce cas-là, la température est égale à moins de 73,15 degrés Celsius. Si on a 1 degré de plus, il y aura des vibrations des atomes. Donc, ils coïncident. C'est comme ça qu'on a découvert et trouvé le zéro absolu de la thermodynamique. Et on s'est dit que le zéro absolu, au Kelvin s'est dit que je vais l'appeler grand T égale à 0 Kelvin. Mais c'est égal à moins 273,15 en degrés Celsius. D'où la relation de correspondance pour passer de l'échelle Celsius à l'échelle Kelvin dont on avait déjà parlé dans la première partie de ce chapitre. Alors, cette relation qu'on vient de trouver que K est égal à 1 sur 273,15, la relation de correspondance inverse, ça veut dire température, pression en fonction de la température. S'écrit sous forme de P égale à P0 facteur de 1 plus 4T. Je remplace K par 1 sur 273,15. Je fais ressortir 273,15 en dehors de la parenthèse et j'aurai 273,15 plus petit t fois P0 sur 273,15 égale à P. Et ça, c'est l'échelle absolue. Ça veut dire la température Kelvin. C'est Tk égale à 273,15 plus T en degrés Celsius. Donc, je vais remplacer le petit t par le grand T. Ça veut dire la température absolue. Et la relation de correspondance devient ça, P égale à P0, T sur 273,15. Voilà la relation de correspondance avec l'échelle à 2 points fixe. Donc, le résultat, comme on a dit à l'extrapolation, ne dépend ni de la quantité, ni de la nature du gaz, ni de sa quantité. Alors, pour tous les gaz, T à pression nulle, c'est égal à petit b, et petit b, c'est 1 sur K, donc c'est moins 273,15 degrés Celsius. Maintenant, on passe dans le cas d'un seul point fixe. C'est le même thermomètre à gaz à volume constant, mais on le calibre avec de l'eau, mais au point triple de l'eau. C'est-à-dire ici. Aux conditions de 0,01 degré Celsius, 0,06 atmosphères pour la pression. Donc la loi de correspondance entre la température et la pression va être de cette forme. T égale à P au point triple de l'eau
la température du gaz va être la même que la température de l'eau. Ça veut dire 273,15 plus 0,01, puisque ça c'est en Celsius, et ça c'est en Kelvin, en utilisant la relation de passage entre degrés Celsius et Kelvin. Et la pression du gaz, on va l'appeler la pression au point triple de l'eau. C'est pas 0,006, hein. Ça c'est la pression de l'eau. Mais le gaz aura une pression qu'on va appeler PTR. J'écris la relation TTR est égal à PTR. Cette relation me permet de trouver petit a. Une fois trouvé petit a, c'est le rapport de T sur P. Donc je le remplace ici. J'aurai la relation de correspondance. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Si j'utilise des gaz différents, l'oxygène, l'air, l'hélium, l'hydrogène, à des pressions importantes, je trouve des valeurs différentes. Par exemple, lorsque j'essaye de mesurer, il faut que j'avais calibré mon mètre à gaz à volume constant avec le point triple de l'eau. Après, bon, je vais essayer de mesurer la température de l'eau en ébullition. Donc, si j'essaie de mesurer la température de l'eau en ébullition, chaque gaz va me donner une valeur différente parce que vont me donner des valeurs différentes de pression pour le gaz. Par contre, lorsqu'on fait extrapoler ces droites vers la pression faible, ça veut dire si je fais tendre la pression du gaz vers 0, dans ce cas-là, tous les gaz me donnent la même valeur, coïncident à pression 0, et donnent tous, par exemple, pour l'eau en ébullition, ils donnent 373, qui est la température en Kelvin de l'eau en ébullition. Ça veut dire 273 plus 100, en négligeant le 0,15. Donc 373, il indique tous la même valeur. Donc ce thermomètre à gaz fonctionne bien lorsque la pression de remplissage du gaz dans le ballon est faible. Ça veut dire temps 0. Voilà, T est égal, donc la température, c'est égal en fait à 273,16, limite de P sur PT lorsque PT tend vers 0. Dans ce cas-là, ils vont m'indiquer les vraies températures. Si je prends la glace, bon, ça va me donner, ils vont tous coïncider en 200. On aurait degrés Celsius, ça veut dire 273 Kelvin.
qui est un peu plus vers le bas. Donc, d'où cette échelle est appelée échelle des gaz parfaits. Parce que lorsque un gaz est soumis à une pression faible ou une pression évanouissante, les gaz se comportent comme un gaz parfait parce que les particules de gaz sont si éloignées les unes des autres qu'ils ne rentrent pas en choc entre elles. Donc, c'est ça la particularité des gaz parfaits, c'est que les particules ne subissent pas des chocs entre elles. L'échelle de température ainsi définie qu'on vient de trouver, c'est une échelle universelle et porte le nom de l'échelle absolue. Ça veut dire l'échelle Kelvin. K. Ce grand T, c'est une échelle Kelvin. C'est pas le degré Celsius. C'est pour ça que ici, on avait écrit petit t. Ici, on l'a changé en grand T. En général, on utilise petit t pour les degrés Celsius et grand T pour l'unité Kelvin. Ici, on vous donne un tableau qui nous donne des lois de correspondance entre les Kelvin et les Celsius, mais aussi en introduisant une autre échelle de température. Celle-là, c'est l'échelle des anglo-saxons. Ça veut dire les Anglais, les Irlandais, les Écossais, les Canadiens, les Américains et les Australiens, ceux qui parlent l'anglais, les anglo-saxons, ils utilisent le Fahrenheit. C'est une échelle différente, donc il fallait trouver la loi de correspondance entre le Fahrenheit, le Celsius et le Kelvin. Donc voilà, ils sont reportés dans ce tableau-là. Pour passer les degrés Celsius en Kelvin, donc il faut ajouter 273,15. Et pour passer du Fahrenheit au Kelvin, donc il faut utiliser cette formule, et etc. Donc pour passer du Kelvin au Celsius, Celsius au Celsius, c'est la même chose, donc inchangé, Fahrenheit, Celsius, c'est de Kelvin au Fahrenheit, Celsius au Fahrenheit, Fahrenheit. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure que la physique classique stipule que zéro absolu, ça veut dire à 0 Kelvin, on a une pression évanouissante, on a une pression faible, et tout mouvement atomique et moléculaire s'arrête. Il n'y a plus de mouvement des particules lorsque la température est égale à 0 Kelvin ou bien est égale à moins 273,16. Le mouvement particulaire devient 0, s'arrête. Donc c'est une notion très importante à retenir en physique. On aborde la quatrième partie, transformation d'un système. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement les états dans lesquels se trouvent les systèmes, mais aussi leur transformation, leur évolution.
Parce que l'état B ici dépend de la transformation, parfois dépend des transformations subies. Parfois non, ça dépend. On le verra. Donc un système subit une transformation lorsqu'il passe d'un état d'équilibre A à un état d'équilibre B. Si on utilise un repère à 3 variables thermodynamiques, ça veut dire 3 variables d'état, ça peut être la pression et le volume et la température. Parfois, il n'y a que 2 variables, comme on va voir dans le diagramme PV, diagramme de Clapeyron. Ça veut dire que deux variables indépendantes suffisent pour étudier le système. Donc, le passage de A à B, c'est ce qu'on appelle une transformation. Donc, cette transformation suit une trajectoire dans l'espace des variables d'état. C'est la trajectoire. C'est le chemin suivi ou bien emprunté par la transformation. La connaissance de la trajectoire et de la vitesse à laquelle se fait la transformation va nous définir le type de transformation, va nous définir la transformation, va nous renseigner sur la transformation subie par le système pour qu'il passe de l'état A initial à l'état B final. Une transformation est dite élémentaire ou bien infinitésimale. Élémentaire, ça veut dire de base, transformation de base. Élémentaire ou infinitésimale, quand l'état A et l'état B sont assez proches l'un de l'autre. Ça veut dire que la transformation est infiniment proche. Ça veut dire trop proche. Par exemple, s'il passe A à B, ici ça, c'est une transformation infinitésimale, pas macroscopique. Donc, le contraire de infinitésimal élémentaire, c'est macroscopique, c'est une grande transformation. Donc, ici, élémentaire infinitésimal indique, c'est la base, c'est l'unité de base des transformations. C'est la plus petite transformation possible que peut subir un système. Il y a aussi des transformations quasi-statiques. Quasi-statiques. C'est pas statique, c'est quasi-statique. Statique, ça veut dire équilibre. Quasi-statique, ça veut dire presque équilibre. Donc, pour illustrer ça, donc on va donner un exemple. Les exemples, ça parle beaucoup mieux que les paroles. Donc, ici, on a un cylindre rempli avec un air qui se trouve dans ces conditions-là. Il est à l'état 1. Pour qu'il se trouve à l'état 1, sur la partie du piston qui est mobile, cette partie est mobile, ça veut dire qu'il peut descendre ou monter, on a mis une masse M1. Donc on met le gaz dans le cylindre, et sur la partie mobile du cylindre, on place une masse M1, on attend l'équilibre, et lorsque l'équilibre est établi, ça veut dire que le système n'évolue plus, il est stable. On va mesurer la pression et le volume de température, on va trouver P1, V1, T1. Après, on va rajouter peu à peu des masses à cette masse M1, peu à peu, et au fur et à mesure
qu'on rajoute, donc le piston va descendre. Donc lorsqu'on aura mis cette masse-là, donc on attend que le gaz se met en équilibre, il va être comprimé, on lui donne le temps de se stabiliser, ensuite on va rajouter ça, cette masse-là, on aura un autre état d'équilibre, celle-là on aura un troisième, quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la température totale ici serait égale à M2. Et on voit que le volume de gaz a diminué énormément. Il devient V2. Bien sûr que la température la pression et la température vont aussi changer. C'est P2 et T2. L'essentiel que pour passer de là à là, la transformation s'est faite d'une manière lente, avec des étapes d'équilibre, jusqu'à atteindre l'équilibre final. Donc c'est une transformation formée ou constituée d'une suite continue d'états d'équilibre internes. Pour le système étudié, à tout instant de la transformation, les variables du système sont définies. Ça veut dire, pour chaque instant, on connaît bien les variables du système. Sont définies. Ça veut dire, on connaît l'historique de l'évolution du système par ces variables d'état. Dans ce cas-là, on dit que la transformation ou les transformations de ce type sont des transformations quasi-statiques. Il y a aussi des transformations dites réversibles ou irréversibles. Réversible, ça veut dire ça peut aller de A à B, mais aussi ça peut aller de B à A. Ça veut dire que la transformation inverse est aussi possible. Si je pars de A pour aller en B et je repars de B, je vais arriver en A. Dans ce cas-là, je dis que la transformation est réversible. Ça veut dire qu'on peut la faire dans les deux sens. Par contre, une transformation est irréversible lorsque je pars de A vers B, donc j'ai une transformation, mais lorsque je veux partir de B et revenir vers A, je ne peux pas suivre les mêmes étapes de la première transformation. Ça veut dire les mêmes conditions. Parce qu'une transformation réversible, les conditions dans le départ et le retour à chaque instant sont identiques. Alors que dans la transformation irréversible, entre le départ de A vers B et le retour de B vers A, les conditions de la transformation ne sont pas identiques dans les deux cas. Alors, transformation réversible est une transformation qui se fait par une succession d'états d'équilibre infiniment voisins, comme dans le cas du quasi-statique. La condition d'équilibre concerne aussi bien le système étudié
et le milieu extérieur qui se mettent en équilibre. Tous les états intermédiaires sont bien connus. Mais en plus, la transformation inverse est possible. Ça veut dire que je peux partir de l'état 2 vers l'état 1. Si j'enlève ces masses une à une, j'enlève celle-là, après j'enlève celle-là. Lorsqu'il va rester que la masse M1, je serai dans les conditions de l'état 1. Dans ce cas-là, la transformation est réversible. Si ce n'est pas possible dans les deux sens, donc, il reste uniquement quasi-statique. Donc ça veut dire, si on veut résumer, la transformation réversible, c'est une transformation quasi-statique dans les deux sens. Alors que la transformation quasi-statique n'est valable que dans un sens. De 1 à 2. Alors que la transformation réversible est valable dans les deux sens, de A à 2, de 1 à 2 et de 2 à 1. Transformation réversible, c'est une transformation brutale et spontanée qui ne répond pas aux critères précédents. Ça veut dire que ce n'est pas une succession d'états d'équilibre infinitésimales par lesquels passe le système. Le système passe d'une manière brutale de l'état 1 à l'état 2. Pof, il passe à l'état 2. Le système n'a pas eu le temps de se mettre en équilibre avec l'extérieur comme dans le cas de la transformation réversible. C'est pour ça qu'on appelle ces transformations des transformations brutales et spontanées. C'est le cas si les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre. Je viens de dire, ici, des états intermédiaires et infiniment voisins sont des états d'équilibre. Par contre, ici, les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre. On ne connaît dans ce type de transformation que l'état initial et l'état final. Tout ce qu'on connaît, on connaît rien sur la transformation. C'est pour ça qu'on dit la transformation est irréversible. La transformation est inconnue, on ne connaît que l'état initial et l'état final. Par contre, dans le cas d'une transformation réversible, tous les états intermédiaires et en plus infinitésimales sont connus et sont déterminés. Dans le cas du réversible, la transformation peut aussi se faire dans le sens inverse de l'état 2 à l'état 1, en passant par les mêmes états d'équilibre que lorsqu'on est passé de l'état 1 à l'état 2. Une transformation quasi-statique, je vous ai dit, ça va uniquement dans un sens. C'est à partir de 1 vers 2, on a une succession d'états d'équilibre, mais on ne peut pas refaire la même chose dans le sens inverse. Remarque, une transformation quasi-statique n'est pas nécessairement réversible. La traction, par exemple, on prend un fil métallique, on exerce une traction sur lui jusqu'à la limite de son élasticité. Cette traction, on peut la faire d'une manière quasi-statique, mais après, on ne peut pas revenir en arrière pour que le fil reprenne sa forme initiale. C'est pour ça que la transformation quasi-statique, mais elle est irréversible. Ça veut dire qu'on ne peut pas la faire dans
le sens inverse. Donc quasi statique est réversible. Par contre, une transformation irréversible, c'est la transformation inverse passe par les mêmes états d'équilibre intermédiaire dans le sens inverse ou le sens opposé. Voilà la définition et la différence entre les trois types de transformation. On a d'autres transformations particulières, ou particulières, pardon. On a la transformation isochore qui se fait à pression constante. Iso, ça veut dire identique. Core, ça veut dire pression. Ou bien transformation Core, ça veut dire volume. Donc transformation isochore, volume identique. Isochore, volume identique. Transformation isobar, ça veut dire pression. Bar, c'est pression, iso, identique. Donc même pression, même volume, ou bien volume constant, pression constante. Donc dans le diagramme PV, on peut, les états 1 et 2, la transformation va suivre une droite verticale dans le cas du volume constant, ça veut dire transformation isochore, se fait verticalement. Par contre, dans le cas d'une transformation isochore, à pression constante, dans le diagramme P en fonction de V, la transformation se fait horizontalement de l'état 1 à l'état 2. Donc il faut bien retenir ceci, on aura bien besoin après. Une transformation isotherme, terme ça veut dire température, iso identique, ça veut dire même température. Par contre, cette représentation n'est valable que dans le cas du gaz parfait. On ne peut pas faire cette transformation pour le gaz réel. Dans le cas du gaz parfait, donc on peut tracer la transformation isotherme comme une courbe de la forme P égale constante sur le volume. C'est comme la fonction f de x égale 1 sur x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle isotherme. On passe de l'état 1 à l'état 2. On aura la même température, ça veut dire isotherme, mais les pressions et les volumes sont différents. P1 et V1 pour l'état 1 et P2 et V2 pour l'état 2. Une transformation cyclique, c'est une transformation dont le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Ça veut dire l'état 1 est égal à l'état 2. Ça veut dire si je pars à volume V1 égale V2, à volume V1, j'arrive à volume V2 et V1 est égal à V2. Ça veut dire j'ai le même volume. Et ceci dit pour le volume, aussi pour la pression. J'aurai la pression P1 est égale à P2. Donc dans ce cas-là, j'ai la même pression et même volume puisque je fais une transformation cyclique. Ça veut dire les conditions au départ est égale aux conditions à l'arrivée. Un autre type de transformation, c'est la transformation adiabatique. Alors on donne ce nom d'adiabatique ou bien calorifugé dans le cas où la transformation se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc on dit que le système est imperméable à la chaleur. Ça veut dire il ne laisse pas s'échapper de la chaleur, mais aussi il ne laisse pas entrer de la chaleur, donc il est imperméable à la chaleur. Dans ce cas, la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur, c'est égal à 0. D'où
le nom d'adiabatique, ou bien calorifugé, ou bien imperméable à la chaleur. Dans la partie 5, on va parler de l'état de la matière et les changements de phase. On sait qu'il y a 3 états fondamentaux de la matière que nous appelons l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et le passage de l'un à l'autre se dit changement de phase. Si je pars de la phase solide à la phase liquide, ou de la phase liquide à la phase gazeuse, donc je fais le changement de phase. Parfois, le passage peut se faire directement entre le solide et le gaz, ou bien entre le gaz et le solide, sans passer par la phase liquide ou bien l'état liquide. Dans la nature, une substance peut exister sous 3 formes essentielles, appelées états ou phases de la matière. Les 3 états de la matière les plus connus sont l'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. Mais il en existe un autre état, un 4e état, qu'on appelle plasma. Alors, ce plasma, ça veut dire, c'est lorsque le gaz devient ionisé, ça veut dire chargé électriquement. Donc le plasma, ce n'est rien d'autre que du gaz ionisé. Ionisé, ça veut dire des ions, donc ça veut dire des charges positives, des charges négatives. Mais il est plutôt rare, par exemple sur Terre, on n'a pas le plasma, peut-être dans les couches supérieures de l'atmosphère, mais pas au niveau du sol. Dans chacun de ces 3 états, la matière dépend de 2 paramètres, de 2 variables importantes et intensives, que sont la pression et la température. Donc un corps pur peut être sous 3 états: gaz, liquide, solide. Dans le cas du solide, on a des formes cristallines. Les atomes soumettent sur des formes cristallines, ça veut dire des formes géométriques, cubiques, pyramidales, etc. Donc ceux qui font de la chimie vont étudier, et vous aussi vous allez étudier la cristallographie, donc vous aurez l'occasion de voir ça en cristallographie. Bon, comment on définit un solide? Il y a 2 définitions possibles pour un solide. On peut le définir à l'état macroscopique et à l'état microscopique. Alors, à l'état macroscopique, un solide possède un volume propre. Ça veut dire qu'il possède un volume qui, à lui, il est très difficile de comprimer un solide, donc il est difficilement compressible. Son volume ne dépend quasiment que de la température. Ce volume peut augmenter si
on chauffe le solide, donc il va se dilater. Ou lorsqu'on le refroidit, il va se rétrécir. Ça, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Sinon, son volume reste inchangé. Donc, il a un volume propre. Le solide possède un volume propre. Et aussi une forme propre. Mais il peut se déformer sous l'effet de contraintes. Donc, je peux avoir un solide, par exemple, coupé en forme d'un cube. Donc, il a la forme d'un cube. Il a une forme propre qui est un cube. Cette forme ne peut changer que si j'applique des contraintes dessus. Il va se déformer sous l'action des contraintes en fonction de son élasticité ou de sa ductilité. Donc, de sa capacité à se déformer ou à se tordre. Sinon, sa forme reste constante. Donc, il a un volume propre et une forme propre à l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique, ça veut dire à l'échelle des molécules, des atomes et des ions, comme on sait que l'énergie cinétique des atomes est liée à la température, donc il est proportionnel à la température, donc plus la température augmente, les particules atomiques ont des vitesses importantes et leur énergie cinétique devient importante. Plus la température diminue, donc l'énergie cinétique diminue. Donc à l'échelle microscopique, c'est la comparaison entre l'énergie de liaison qui lie les atomes à l'énergie de mouvement de ces atomes et des molécules, ça veut dire l'énergie cinétique. Lorsque l'énergie de liaison ou des liaisons atomiques sont plus importantes que l'énergie cinétique des molécules, à ce moment-là, on est dans les conditions d'un solide. Les particules atomiques, molécules ou ions sont liées les unes aux autres par des liaisons qui fixent leur position relative. Dans ce cas, on a l'énergie des liaisons est bien supérieure à l'énergie cinétique du mouvement de ces particules dans le cas du solide parce qu'ils ne peuvent pas bouger ou se détacher l'une de l'autre. Toujours, ils sont relatives l'une à côté de l'autre. Donc, l'état solide, on peut résumer en utilisant ces deux échelles macroscopiques et microscopiques. L'état solide est un état indéformable qui ne change pas de forme. Il est condensé, ça veut dire que les particules, les molécules sont trop proches les unes des autres. Et il est aussi ordonné. Ça veut dire qu'il y a un ordre. Les particules doivent être à une position bien déterminée, ordonnée, c'est pas désordonné. Voilà les caractéristiques d'un solide. Par contre, un liquide, à l'échelle macroscopique, il a un volume propre. Ça veut dire son volume est constant, ne bouge pas. Mais sa forme, oui, peut changer. Le liquide prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. Si je le mets dans le verre, il prend la forme du verre. Si je le mets dans une bouteille, il va prendre la forme de la bouteille. Donc il prend la forme du récipient
qui le contient. Et en plus, il a une surface libre. La surface en contact de l'air, c'est une surface libre, au repos plane et horizontal. Dans un champ de pesanteur est uniforme cette surface de contact avec l'extérieur. En général, à la surface au contact de l'air, bon, agissent des forces qu'on appelle des forces de surface qui essayent de maintenir le liquide au sein du liquide, de ne pas aller dans l'air. Voilà à l'échelle macroscopique ce que c'est un liquide, et à l'échelle microscopique, les particules sont faiblement liées. Donc les particules fluides sont faiblement liées. Contrairement à l'état solide, ils peuvent se déplacer spontanément les unes par rapport aux autres. Donc c'est de la déformabilité, ils se déforment et se déplacent. Mais contrairement à l'état gazeux, elles ne sont pas indépendantes. Ça veut dire c'est l'incompressibilité. On ne peut pas comprimer un liquide. Un liquide est difficilement compressible. D'ailleurs, c'est cette nature-là qu'on utilise dans les amortisseurs à l'huile ou dans les grues. On utilise toujours de l'huile dans plusieurs machines grâce à cette incompressibilité. Donc, le liquide est déformable, il est incompressible. Bien que les particules fluides sont liées les unes aux autres, mais elles peuvent se déplacer, se glisser les unes par rapport aux autres. On peut dire que l'énergie thermique est suffisante pour leur permettre de se déplacer, mais pas de s'échapper. Alors dans ce cas-là, l'énergie cinétique, qui est en fait l'énergie thermique, puisqu'on avait dit que la température est liée à l'énergie cinétique, il est du même ordre que les liaisons. Donc, ils peuvent se glisser les unes par rapport aux autres, mais ils restent liés. Ils ne peuvent pas s'échapper les unes des autres. Les particules fluides, elles restent solidaires, bien qu'ils puissent glisser les unes par rapport aux autres. Le liquide est un fluide donc parfaitement déformable. Par contre, le solide, non. Condensé. Donc, ça veut dire que les particules sont proches les unes des autres, mais désordonnées, alors que le solide est ordonné. Dans le cas du gaz, à l'échelle macroscopique, un gaz ne possède pas un volume propre. Il ne possède non plus une forme propre. Donc le gaz n'a ni volume ni forme propre. Il occupe tout le volume disponible. Donc tout le volume qu'on peut lui offrir, il va l'occuper. Il va s'étendre pour l'occuper. À l'échelle microscopique, le gaz, les particules du gaz sont très faiblement liées, sont quasiment indépendantes les unes des autres. On les considère indépendantes dans le modèle des gaz parfaits.
dans les gaz en général sont quasiment indépendantes, mais dans le cas du gaz parfait, sont complètement indépendantes. Qui décrit bien le comportement des gaz à basse pression. Le gaz parfait, c'est le comportement des gaz à basse pression. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas du gaz? C'est que l'énergie cinétique est bien plus importante que l'énergie des liaisons. C'est pour ça que les particules qui forment le gaz sont indépendantes. Ils peuvent se détacher les unes des autres et bouger dans tout le volume qu'on lui offre. L'état gazeux est un fluide déformable, non condensé et désordonné. Donc l'état gazeux, on peut le considérer déformable, non condensé et désordonné. C'est tout le contraire du solide qui est indéformable, qui est condensé, qui est ordonné. Donc le gaz, c'est tout le contraire des solides. Un corps à l'état gazeux n'est constitué que d'atomes ou de molécules. Un gaz ionisé est appelé plasma. On va récapituler tout ce qu'on a dit sur les trois phases de la matière dans ce tableau-là. Solide, liquide et gaz, fonction de la condensation, de la fluidité, de la forme, du volume, de la compressibilité et de la capacité à diffuser, à se faire diffuser, donc la diffusion. Donc pour la condensation, le solide et liquide sont des états condensés, mais le gaz n'est pas condensé, il est non condensé. Le solide n'est pas tout à fait fluide, donc il est non fluide. Par contre, le liquide et le gaz, il flue, c'est un fluide, ce sont des fluides qui peuvent fluir. La forme du solide, elle est bien définie, par contre, celle du liquide et du gaz, non. Leur forme est indéfinie. Le volume du solide et du liquide est défini. Par contre, le volume du gaz est indéfini, puisqu'il peut occuper tout l'espace qu'on lui offre. Donc on ne peut pas définir vraiment le volume. On ne peut pas dire que tel gaz est là un tel volume. Parce que si on lui donne plus d'espace, il va occuper un autre volume. La compressibilité. Donc le solide est incompressible. Par contre, le liquide est très faiblement compressible. Le gaz est très compressible. Donc le gaz peut être comprimé facilement. C'est ce qui se passe lorsqu'on met du gaz butane dans une bouteille et on le comprime jusqu'à ce qu'il devienne liquide. C'est le gaz que vous utilisez chez vous pour faire cuire vos aliments. La capacité de diffusion. Donc le gaz, le solide est incapable de diffuser. Par contre, la diffusion des liquides, elle est lente. Pour un verre d'eau, par exemple, on jette une goutte d'encre. Il faut attendre longtemps pour que cette goutte se diffuse dans tout le liquide
et que le liquide devient coloré à la couleur de l'encre. Dans le cas du gaz, la diffusion est très rapide. Donc, elle diffuse très rapidement un gaz. Le changement d'état de la matière, donc le passage entre les différents états de la matière, on l'appelle changement de phase. Le passage d'un état à un autre est appelé changement d'état ou bien changement de phase. Le changement se fait sous l'effet d'une modification du volume, de la température et ou de la pression. Donc, si on change l'un de ces trois paramètres, il peut y avoir un changement de phase. Mais à la pression atmosphérique, donc, c'est un changement de phase s'opère en général en changeant la température ou bien la pression. Ça veut dire, si je comprime un gaz, il peut se liquéfier et devenir liquide. Par contre, si j'échauffe un liquide, il peut s'évaporiser pour devenir un gaz. Alors que le liquide, pour qu'il devienne solide, il faut bien baisser la température à la pression atmosphérique. Donc, il faut bien que la température baisse. C'est ce qui se passe dans le cas de l'eau pour qu'il devienne de la glace. Et le cas contraire, donc, il faut augmenter la température pour qu'il y aura fusion solide. La glace va se fondre en liquide. Parfois, il y a un passage direct entre l'état solide et l'état gazeux. C'est le cas de la sublimation. Il existe quelques substances qui ont cette particularité et passent directement du solide au gaz à la pression atmosphérique. Par exemple, si je prends de l'essence, ici, et je le mets en contact de l'air, il va s'évaporer, il va devenir du gaz. Donc, on dit que l'essence est volatile, très volatile. Il devient très facilement du gaz à la pression et à la température ambiante. Le passage de l'état gazeux à l'état solide peut se faire par condensation. Donc on peut condenser la condensation solide, parce que ça existe aussi la condensation liquide. Lorsque on fait évaporer de l'eau et on fait passer dans un tube froid, et il va se refroidir, il va devenir du liquide. C'est ce qui se passe dans les distilleries lorsqu'on distille un gaz. La distillation peut avoir fabriqué de l'alcool par distillation, etc. Donc là, c'est tous les changements de phase possibles entre les trois états de la matière. Par exemple, à la pression atmosphérique, ça veut dire à une bar, bien à 10 puissance 5 pascal, l'eau est solide, de la glace. Mais en dessus de 0, c'est la température chute, comme dans le cas des pôles,
il devient de la glace, il est solide. Par contre, si je suis si la température est entre 0 et 100, l'eau est liquide, comme dans les océans et les rivières, il coule, donc fluide. Entre ces deux températures, l'eau a une nature fluide. Par contre, si on le chauffe au-delà de 100 degrés, il va devenir du gaz, il va s'évaporer. Donc, on aura de la vapeur d'eau. À 0 degrés Celsius, l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Et à 100 degrés Celsius, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Voilà, donc pour ceux qui cherchent plus, qui veulent se former plus, je vous donne quelques-unes des adresses web ici qui vont vous permettre de se former un peu plus sur le changement de phase. Par contre, ici, je vous donne ici quelques sites importants, quelques sites web importants. Ce site pour les thermomètres, c'est la thermométrie. Et ces 4 sites-là, donc, ils parlent du thermomètre à gaz. Donc, vous aurez ici le thermomètre à gaz à volume constant. Il y a pression constante. Si c'est pas obligatoire, alors ces sites-là, c'est pour ceux qui veulent approfondir un peu plus leur connaissance sur le thermomètre et les thermomètres et les changements de phase, etc. Donc, on termine ici le chapitre 2. La prochaine fois, on va s'attaquer au chapitre 3.